Bonjour les amis du Progrès Secret. Voilà, nous avons commencé une série de vidéos sur l'histoire de notre pays. Nous sommes en face de nos jeunes gens qui veulent en savoir plus. Voilà, nous avons dit qu'en 60, il y a eu notre indépendance, le 30 juin 1960, après les négociations de la classe politique en Belgique, ce qu'on a appelé la table ronde. Les élections étaient une conséquence de l'émeute de 1959. Non seulement cela, le peuple congolais a lutté pendant toute son histoire. Nous avons eu la révolte de Baoni, la révolte de Tétela, il y a Simon Kimbangu qui a fait aussi un grand travail. Mais tout ça, c'était un aboutissement pas seulement du travail que les Congolais ont fait, mais tous les peuples opprimés ont fait un grand travail. Nous avons été aidés par la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on sort toujours d'une guerre fatiguée. L'Europe était sortie de la Deuxième Guerre mondiale fatiguée, appauvrie. Voilà la raison pour laquelle les peuples se sont soulevés. Et aussi, comme nos ancêtres, nos grands-parents avaient participé à cette guerre, ils ont remarqué que les Blancs étaient comme nous, ils commettaient des bêtises, ils s'entretuaient comme des animaux. Voilà, en 60, après de pression, les peuples s'est libéré. Le peuple africain se sont libérés en masse, surtout l'Afrique noire, en 1960. Et nous, le 30 juin, après des élections communales, après les élections au niveau de l'Assemblée nationale, après les élections dans l'Assemblée du président de la République, donc le 30 juin, le Premier ministre Lumumba, qui était majoritaire avec sa coalition au Parlement, était Premier ministre, et le président Kasavubu, qui avait gagné les élections au niveau du Parlement, parce que le régime était parlementaire, aidé par Lumumba, qui était majoritaire, était le président de la République. Donc, le roi Baudouin était venu ici pour déclarer officiellement le Congo indépendant, tout en soulignant que l'indépendance se gagne. Malheureusement, le 11 juin 1960, la sécession du Katanga a commencé avec à sa tête Moïse Tchombe, aidé par les Belges qui ne voulaient pas lâcher les mines du Katanga. Voilà. Après la sécession katangaise, il y a eu la sécession du Sud Kasaï avec Kalonji Moulopoué. Partout dans le pays, il y avait des mouvements sécessionnistes. Au Bas-Congo, au Kivu, à l'Équateur. Voilà, le pays était vraiment en désordre. Le pouvoir central a essayé de faire un travail. D'abord, le Premier ministre Lumumba a commencé par j'ai oublié la mutinerie de l'armée. Le général Yancès, commandant en chef de la force publique congolaise, a déclaré qu'avant l'indépendance était égal après l'indépendance. Ça veut dire que l'indépendance ne concernait que la vie politique du pays, pas la vie économique et surtout pas la vie militaire. Et là, les militaires congolais, les soldats congolais se sont révoltés un peu partout. Donc, le pays s'est retrouvé sans armée. Et le Premier ministre Lumumba a pris la décision de nommer son secrétaire d'État rattaché à la primature, Mobutu, Joseph Désiré Mobutu, comme commandant en chef de l'armée nationale congolaise. Voilà, Mobutu, on l'a nommé au grade de colonel et il est devenu le chef de notre armée. Il faut dire en passant que Mobutu était un ancien militaire. Il avait fait l'école de comptable, dactylo-comptable à Kananga. Voilà, que le Premier ministre l'a rappelé pour devenir le chef de notre armée. Voilà, l'armée nationale a commencé à lutter. Lumumba a commencé à lutter avec son gouvernement, malheureusement amputé presque de toutes ses richesses. Comme cela ne suffisait pas, le 5 septembre, le président Kasavubu révoque le Premier ministre Lumumba. Et le Premier ministre Lumumba, à son tour, révoque le président de la République, fort de sa majorité au Parlement. Le 9 septembre, le président de la République, Kasavubu, donne l'ordre à Mobutu d'arrêter Lumumba. Et le même 9 septembre, Lumumba aussi donne l'ordre à Mobutu d'arrêter Kasavubu. Le 14 septembre, Mobutu décide d'obéir aux deux. Il met les deux en résidence surveillée, qu'ils restent dans leur maison. Et là, il prend le pouvoir. C'est un coup d'État. Il prend le pouvoir. Et pour ne pas laisser le pays sombrer dans les désordres extraordinaires, là, il nomme un autre gouvernement de commissaires généraux avec à sa tête
le Premier ministre Justin Bomboko. Ce gouvernement-là de commissaires généraux était le gouvernement de quelques étudiants que le Congo comptait à l'époque et de quelques fonctionnaires, des technocrates plus précisément. Il les nomme, voilà. En 61, non, en 60 vers la fin, le Premier ministre Lumumba quitte sa maison en fuite, il est arrêté, il est envoyé au Katanga où il va trouver la mort en janvier 1961. Voilà la situation catastrophique dans laquelle se retrouve la République démocratique du Congo juste après son indépendance. Il y avait donc un gouvernement sécessionniste au Katanga, un gouvernement sécessionniste au Sud Kassai, un gouvernement, ça je n'en ai pas parlé parce que les partisans de Lumumba qui ont quitté ici, notamment Gizenga, sont allés à Kisangani. Lumumba cherchait à les rejoindre pour créer un autre gouvernement à Kisangani, le gouvernement Gizenga-Benye. Il y avait un autre gouvernement à Kisangani et un gouvernement, le gouvernement central à Léopoldville, Kinshasa, avec à sa tête Justin Bomboko et le président Kassavou. Voilà la situation en janvier 1961. Voilà, le pays continue à exploser. Nous sommes sidérés d'entendre que le pays, le Congo indépendant, était riche. Parce que le Congo indépendant n'était pas riche. Il n'était pas riche, pourquoi? Parce que tout était vendu, toute la production du Congo arrivait en Belgique pour être vendue. Et l'argent entrait dans les banques belges. C'est pourquoi après on a parlé de contentieux belgo-zaïrois. L'argent qu'on devait nous restituer. Nous étions une province de la Belgique. La Belgique nous restituait quelque chose. Et à partir de 60, il n'y avait plus rien. Et nous étions amputés le gouvernement central était amputé de ces provinces. Donc, les gouvernants à Kinshasa n'avaient pas assez d'argent pour mettre leur politique en œuvre. Voilà. Après cela, le gouvernement, je dirais le gouvernement de Kisangani et de Gizenga, fort du mutinerie aussi, hein, de la mutinerie du troisième groupement de Kisangani, donc l'armée qui s'est trouvée de l'autre côté, appuyait le gouvernement Gizenga. Et Mobutu est allé parler avec le troisième groupement. Ils ont fait des négociations à Bunduki, à côté juste de Kisangani. Et ces négociations-là ont amputé le gouvernement Gizenga de son appui. Et par rapport à ça, le gouvernement Gizenga a été obligé de négocier avec le pouvoir central. Et là, on a parlé des grandes négociations entre la classe politique congolaise. On a parlé du conclave de l'Ovanium, occasionné par les négociations de Bunduki du troisième groupe. Voilà, après ces négociations-là, au mois de juillet 1961, le gouvernement Adoula est arrivé au pouvoir. Adoula, en arrivant au pouvoir, il n'y avait plus que la sécession katangaise. Donc il y avait de l'espoir. La classe politique s'est mise ensemble, les Congolais ont décidé pour une fois, sauf le Katanga, de travailler la main de la main. Mais malheureusement, on avait hérité d'une constitution, la constitution parlementaire de la France, taillée sur mesure. C'était un peu du sabotage. Pourquoi? Parce que cette constitution-là n'avait pas arrivé, après la Deuxième Guerre mondiale, à faire développer la France. Il y a conflit de compétences entre le pouvoir provincial et le pouvoir central. C'était la situation chez nous, alors que le pays avait 6 provinces, on s'est retrouvé avec 22 provinces, donc on a gonflé les finances publiques, il y avait trop de dépenses, déjà le gouvernement n'avait pas d'argent, il y avait trop de dépenses. Deuxième chose, le conflit de compétences entre le gouvernement central et le gouvernement provincial amputait encore le gouvernement central de ses recettes, et le gouvernement central n'avait vraiment pas d'emprise sur les provinces. Il y avait un problème. Il y avait le problème du tribalisme parce que les 22 provinces étaient taillées autour des ethnies. Et l'ethnie, l'individu qui se retrouvait dans une autre ethnie, il y avait des violences qui s'est passées. Et nous avions un problème de gestion très sérieux. Donc il y avait la corruption, le tribalisme, la concussion. Donc le pays ne savait vraiment pas évoluer. Et les Congolais, après l'indépendance, le Congo n'était pas une nation.
la Belgique n'avait pas fait un travail pour rendre le Congo une nation. Les gens se retrouvaient encore autour de leur tribu. Et cela rendrait la gestion du pays très très difficile. Et c'était les lieux sur lesquels reposaient tous les désordres, toutes les rébellions qu'il y avait. Voilà, malheureusement, le gouvernement Adoula, malgré les projets qu'ils avaient initiés, Adoula, en faisant 2 ans et demi à la tête du pays, c'est celui qui a, le premier ministre de ces années-là, qui a fait le plus longtemps possible. Après 2 ans et demi, Adoula n'y arrivait pas. Il avait échoué et il y avait le mécontentement dans le pays parce qu'il y avait des impayements. Il y avait le mécontentement dans le pays parce qu'il y avait l'inflation. Les prix de denrées alimentaires avaient explosé. Ça, les jeunes, vous ne le connaissez pas. Vous pensez que avant 65, il y avait du beurre. C'est faux. C'est faux. Et c'est ce qui a occasionné en fait la rébellion de 64. La rébellion de 64 a été occasionnée par le mécontentement de la population, mais aussi parce que quand il y avait eu de troubles, les forces de l'ONU étaient ici. À partir de 63, on a commencé à évacuer les forces de l'ONU. Juste quand les forces de l'ONU sont parties, la rébellion de 64 a démarré, précisément au mois d'avril. C'était vraiment un complot parce qu'on ne peut pas imaginer que 2 rébellions se déclenchent presque au même moment. Il y avait la rébellion avec Moulélé au Kwilu, ici au Bandundu, et directement une autre rébellion au même moment à l'est du pays. Partis de Bujumbura, ils sont entrés vers Bukavu, à Uvira là-bas, sur la plaine de la Ruzizi. Voilà, là-bas c'était Sumialo et Kachamura. Les 2 rébellions les 2 rébellions ont tenu le pays en tenaille. Voilà. En 3 mois, cette rébellion-là a pratiquement fait tomber la moitié du pays. Donc tout le Kivu était tombé, la grande province orientale était tombée, ils étaient jusqu'à l'équateur, le nord du Katanga était tombé, le Kasaï est tombé. Ce qui a fait que les choses puissent être renversées, en fait c'est la population comme aujourd'hui. Les rébellions, malheureusement, ne faisaient que détruire les structures, les ponts, les routes, les rails, les postes d'administration et les tueries. Quand les forces tribales ont remarqué que ces rébellions-là ne faisaient que tuer, détruire, au niveau du Nord Katanga, au niveau du Kivu, au niveau de Chabunda, là, vers Lomami, au Kasaï, les forces tribales, parce que nous avons aussi nos armées tribales qu'on appelle aujourd'hui les Maï Maï. Donc les forces tribales se sont organisées pour dire ils ne vont pas arriver chez nous parce qu'ils vont faire la même chose chez nous. Voilà. Le premier coup d'arrêt qu'ils ont eu, les forces de rébellion, c'était nos forces tribales appelées aujourd'hui les Maï Maï. Et à partir de là, la force publique avec à sa tête, la force publique devenue l'armée nationale congolaise avec à sa tête, le colonel Mobutu a eu le vent. Et là, Kalemi est tombé. Ça a commencé au mois d'août, Kalemi est tombé. Au mois de septembre, Lissala est tombé, Kindu est tombé, Kisangani est tombé exactement le 24 novembre 1964. Kisangani est tombé. Voilà, l'armée nationale, avec à sa tête le maréchal Mobutu, a repris le pouvoir. A repris le terrain. Donc le gouvernement central a repris tout le terrain. Mais il faut noter qu'en 63, en janvier 1963, la sécession katangaise prend fin. La sécession katangaise a pris fin en janvier 1963. L'armée nationale congolaise, appuyée par les forces de l'ONU, ont battu les gendarmes katangais en 63. Et le 24 novembre 1964, comme je viens de le dire, l'armée nationale congolaise a pacifié le pays. Voilà, une ère de paix est arrivée. J'avais oublié de dire que juste au début de la guerre de 1964, donc en avril 1964, quand la guerre a éclaté, les rébellions ont éclaté, le président Kassavubu, pour mettre fin à la rébellion, a fait appel à Moïse Tshombe, le grand sécessionniste,
pour venir devenir le premier ministre du Congo indépendant. Et dans leur idée, c'était le grand sécessionniste allait négocier avec les rebelles. Mais malheureusement, les négociations n'avaient pas tenu. Et voilà que, comme ça n'avait pas tenu, c'était la guerre. L'armée, l'ANC finalement l'a emporté. Et en 1964, c'était la paix. C'était la paix. Le pays a commencé à évoluer, mais il y avait quand même de nids de poules, de désordre et tout et tout. Tshombe restait dans le pays, premier ministre. Là, on arrive à la veille des élections de 1965. N'oubliez pas une chose, Kasavubu a fait 5 ans. C'est juste à la veille des élections de 1965 qui devaient se tenir au mois de décembre, comme ça, c'est au mois de novembre, je pense, comme ça se tient toujours. Au mois d'octobre, le président Kasavubu, encore une fois, destitue le premier ministre Tshombe. Et là, le pays se met en ébullition. Le pays s'est préparé à vivre la même chose alors qu'il venait d'être pacifié en 1964. Le pays s'est préparé à vivre encore des troubles. Il faut dire que de 60 à 65, avec les rébellions, le Congo indépendant a connu 500 000 morts, 500 000 victimes. Dans un pays qui comptait 12 millions d'habitants, 500 000, c'était vraiment extraordinaire, c'était atroce. Voilà, le Congo indépendant se préparait encore à vivre ces atrocités. C'est comme en 61, en 60, fin 60, quand le président Kasavubu avait révoqué Lumumba, il y avait eu des troubles monstres. Et là, les gens se sont dit, avec la révocation de Tshombe à la veille des élections, ils se préparaient à vivre la même chose. Et voilà que Mobutu, avec l'armée, se mettent debout et se disent qu'ils ne peuvent pas laisser le pays plonger de nouveau dans des troubles monstres. Et voilà qu'ils décident de prendre le pouvoir. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils puissent prendre le pouvoir facilement? C'est le fait qu'ils avaient réorganisé l'armée entre-temps. L'armée de mutins, l'armée des sécessionnistes, Mobutu a créé la justice militaire. Et avec les sanctions, les militaires, là, il a remis la discipline au sein de l'armée, l'unité au sein de l'armée. Fort de tout cela, le 24 novembre 1965, Mobutu prend le pouvoir. Voilà un peu le péripétie de 60 à 65. Donc le pays sort de toutes ces rébellions-là, affaibli, pauvre, divisé, parce que c'est le tribalisme qui régnait. Ce n'était pas une nation, c'était un ensemble de tribus qui avaient du mal à vivre ensemble. Et c'est dans ces conditions-là que le colonel Mobutu, devenu général, entre-temps, prend le pouvoir, le 24 novembre 1965. Voilà. Alors, Madame Grace, il y a un éclaircissement que vous voulez avoir? Vous avez tellement été clair et... Non, il y a certainement des questions que vous vous posez. Par exemple, que le Congo indépendant était riche. Par exemple, que le maréchal avait trouvé telle chose, je ne sais pas. Quelles questions vous pouvez poser? Des éclaircissements. Je voulais juste savoir, les gens ont toujours tendance à dire que les maréchals étaient un grand monstre. Alors je ne sais pas comment pouvez-vous qualifier ces temps. Là, je n'aimerais pas descendre au-delà de 65. Je parle seulement de 60 à 65. Est-ce qu'un monstre peut pacifier le pays? Est-ce qu'un monstre peut se battre au péril de sa vie pour unifier le Congo? C'était facile pour lui. C'était facile qu'il puisse laisser le pays comme ça. Est-ce qu'un monstre pouvait aller partout au front pour essayer de combattre la rébellion afin que ce pays soit uni au prix, au péril de sa vie? Est-ce qu'un monstre pouvait, quand les politiciens ne s'entendaient pas, peser de tout son poids pour que le Congo puisse vivre, pour que le Congo soit maintenu tel que... Quand vous parlez de la balkanisation, aujourd'hui il n'y a pas la balkanisation, il y en avait en 60 à 65. Il a tout fait pour que le Congo garde son unité. Est-ce qu'un monstre peut le faire?
C'était facile pour lui de faire comme tout le monde. Pourquoi il n'avait pas fait comme tout le monde? Voilà. Si le Congo existe en son entièreté, là, uni, avant qu'il ne soit chef de l'État, il a fait le travail. Il a fait le travail. Et il faut dire pour ce monsieur-là que ce n'était pas un officier de formation, c'était un sous-officier de formation. Mais se mettre debout à ces niveaux-là et remettre les gens ensemble, ce n'est pas donné à tout le monde. Surtout pour quelqu'un qui n'avait pas comme métier, vraiment, qui n'était pas un officier de formation. Moi, je le mets du côté des génies. Parce que ça s'apprend à être officier, ça s'apprend. Commander, ça s'apprend. Il faut quand même dire qu'à l'époque coloniale, on faisait des écoles, l'école moyenne. Ce sont des personnes qui n'avaient pas de diplôme d'État. Disons-le. Il le dit lui-même d'ailleurs dans son histoire. Dans les autres vidéos, nous allons le dire. Mais comment il a pu compléter son éducation, sa connaissance? C'est des grands autodidactes, hein? Lumumba, Mobutu notamment et les autres, pour arriver à ces niveaux, pour arriver à commander à cette hauteur-là, à faire que le Congo puisse prospérer, parce qu'on le verra par la suite. Voilà. Ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Et comment qualifierez-vous l'acte de Lumumba en convoquant en 1961 le président Kasavubu? Il n'avait pas convoqué le président Kasavubu. Le président Kasavubu l'avait destitué. Mais j'aimerais vous dire tout simplement que celui qui a fait que Kasavubu soit président de la République, les élections s'est passées au niveau du Parlement. Donc le président de la République pouvait aussi être destitué par le Premier ministre. Il suffisait de lui enlever la majorité. Or, c'est le Premier ministre Lumumba qui était majoritaire au niveau du Parlement. Vous êtes voté au niveau du Parlement, n'est-ce pas? Si vous êtes voté, c'est parce que vous avez été majoritaire au niveau du Parlement. Et si moi je suis majoritaire au niveau du Parlement, je vous ai appris pour que vous puissiez devenir Premier ministre. Si je vous retire votre majorité, vous allez vous retrouver où? Voilà pourquoi le Premier ministre avait la prétention de destituer le président, parce que la force se trouvait du côté de la majorité. Vous comprenez? Voilà la raison pour laquelle le Premier ministre Lumumba avait dit « Je destitue le président de la République ». Voilà. Et pour éviter ce conflit-là, nous légué par la première constitution de la République, le président, le maréchal Mobutu, le président Mobutu, a, juste après 1965, instauré un régime présidentiel fort pour éviter le conflit au niveau de la tête du pays. Il doit y avoir une seule personne qui commande, qui donne les ordres, pour qu'il n'y ait pas de bicéphalisme à la tête de l'État, pour qu'il n'y ait plus de conflit de compétences. Il n'y avait pas seulement de conflit de compétences entre les provinces et le pouvoir central, il y avait aussi le conflit de compétences entre le président de la République et son Premier ministre. C'était pratiquement le chaos. C'est cette constitution-là, parce que vous avez tendance à dire que c'était la meilleure constitution, comme si tout ce qui vient du passé est meilleur. Non, c'était une constitution, je dirais un cadeau empoisonné. Au Congo, la constitution de 1960. D'ailleurs, c'est comme cette constitution qui nous lègue maintenant 26 provinces, alors que nous avons un problème de recettes, et ça ne fait que gonfler les dépenses de l'État. Voilà, ça empêche aussi l'État à faire certaines avancées. C'est ce qu'on avait fait de nous. Il faut noter en passant que le Congo de 1900, le Congo colonial n'avait que 6 provinces. C'était un pays centralisé. C'était un pays où on respectait, on obéissait au gouverneur que le roi mettait ici. Et subitement, on obtient l'indépendance, on accède à l'indépendance. Les Belges se débrouillent pour nous donner une constitution où il y aura conflit de compétences. Mais c'est curieux ça. Et ils n'ont géré que 6 provinces. Ils nous donnent 22 provinces pour que nous puissions avoir mal à la tête. Ils sont sérieux, surtout pour des personnes qui n'étaient pas tellement bien préparées. Et les provinces en question, taillées autour des tribus. Alors que le pays, on n'avait rien fait pour qu'il soit vraiment, qu'il pense dans une seule direction, qu'il devienne une nation. Une nation, ça veut dire une nation harmonieuse, les gens qui pensent dans une même direction. Voilà. Donc, le Congo indépendant, le Congo de 1965 n'était pas riche, parce que c'était un pays qui venait de sortir des 5 années
des crises. Voilà, les amis du Congrès, du Progrès secret. Je pense que nous devons nous arrêter là et demain nous allons faire une autre vidéo. Là, ça sera une vidéo à travers laquelle les jeunes gens qui sont là présents vont poser des questions. Voilà, ici nous avons étalé d'abord, nous avons essayé de restituer ce qui s'est passé de 60 à 65. Maintenant, à la prochaine vidéo, nous allons faire, ils vont poser leurs questions et poser toutes leurs questions sur le diable qui est le maréchal Mobutu, c'est comme ça qu'il l'appelle, et nous aurons à expliquer un peu pour remettre les pendules à l'heure. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager les vidéos à vos amis pour qu'ils connaissent notre histoire, parce qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est comme un arbre qui n'a pas de racines. Il ne pourra pas se développer, il va finir par mourir. Ciao!